Kuno était un jeune garçon né dans un monde fantastique avec la cicatrice du héros sur le visage, ce qui est considéré comme incroyablement rare, cicatrice laissée par un chevalier sacré, mais le prix qu'il dut payer pour cela fut la perte définitive de sa vue. Kuno ne sut jamais ce que voir quelque chose signifiait et demandait souvent à ses parents ce que ressentait le fait de voir. Son père répondait que voir signifiait pouvoir percevoir les couleurs, voir toutes les belles choses que Dieu a créées dans ce monde, et que c'était une chose très importante si l'on voulait trouver de grosses méchantes gothiques. Sa mère, quant à elle, lui disait que la perte de ses yeux n'était rien comparée à la cicatrice du héros qu'il avait reçue et affirmait que c'était un petit prix à payer. Il entendait souvent les servantes de sa maison le plaindre d'être aveugle, ce qui irritait Kuno, qui voulait simplement être traité comme un garçon normal de son âge. On lui donna bientôt un instructeur de magie, ce dont il n'était pas totalement fan, puisqu'il ne comprenait pas ce que cela pourrait bien, faire à une personne qui ne peut pas voir. Une des servantes le guide vers la pièce où son nouveau tuteur en magie l'attendait, et Kuno demande à la servante à quoi bon apprendre de la magie s'il ne peut même pas marcher seul et a besoin de quelqu'un pour le tenir par la main à tout moment. La servante comprend sa frustration et lui dit qu'il est né avec le symbole de l'eau sur le front, ce qui signifie qu'il a une grande affinité magique, particulièrement pour la magie de l'eau, et que s'il apprend la magie, il peut faire des merveilles pour le monde et pour lui-même. Kuno n'est pas vraiment d'accord avec cela mais décide de ne pas discuter alors que la servante ouvre la porte où son nouveau tuteur, Jen, l'attendait. La méchante intello aux cheveux bleus salue chaleureusement Kuno et se présente avant de commencer leur première leçon. La leçon s'avère assez facile pour Kuno, qui parvient immédiatement à mouiller son bâton avec un simple sort. Jen le félicite pour ses talents, tandis que Kuno demande ce qu'il a fait avec la magie. Jen explique qu'il vient d'utiliser un simple sortilège de magie, qui a produit une goutte d'eau de la taille d'un globe oculaire. Une soudaine réalisation frappe Kuno alors qu'il saisit ses yeux, ce qui effraie Jen, qui pense que Kuno est une de ces chochottes woke qui ne supportent pas une blague et adore s'offenser, mais il s'exclame soudain que s'il peut faire des gouttes d'eau de la taille d'un œil, alors il peut aussi créer ses propres yeux. Comment il a relié ces deux choses est un mystère pour moi, mais on ne peut pas discuter avec la logique des animes. Quelque temps passe, et maintenant Kuno n'est plus aussi émo qu'avant et a commencé à apprécier de toucher différentes choses et à être intrigué par toutes les sortes de nourriture et les différentes odeurs dans la pièce. Il commence à dévorer de la laitue mais n'a aucune idée de ce qu'il mâche, mais la servante lui dit joyeusement tout à ce sujet et affirme qu'elle se sent tellement mieux car préparer de la nourriture est bien plus gratifiant qu'avant. Elle commence à frotter des myrtilles sur son visage alors qu'il essaie de comprendre le sens de tout, mais bientôt son professeur passe pour le faire étudier, donc il est forcé de partir. Son tuteur, Flora, est une vraie maman et demande ce qu'il veut étudier aujourd'hui. Kuno répond qu'il veut lire sur l'histoire aujourd'hui et veut lire l'histoire du chevalier sacré Yug. Flora est un peu surprise, car la seule raison pour laquelle il est aveugle est à cause de ce chevalier sacré, mais la servante lui donne le feu vert. Flora se tourne vers Kuno et lui dit de la prévenir s'il se sent submergé ou mal à l'aise à un moment quelconque. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il veut apprendre tout ce qu'il peut apprendre. Bientôt, il en vient à apprendre l'histoire de son propre monde et comment il y a eu un combat entre les démons et les humains, et que cela se passait très mal pour les humains. Heureusement, un héros émergea du côté de l'humanité nommé Yug, le chevalier sacré, qui parvint finalement à mettre fin à la tyrannie du roi démon et ramena la paix sur Terre une fois de plus. Yug fut cependant maudit par le roi démon, et depuis ce jour, chaque génération de sa lignée naît au hasard avec quelque chose de manquant, certains naissent sans une jambe, certains sans leurs dents, et certains naissent sans leurs yeux. Depuis ce jour, les humains appellent les personnes handicapées de sa lignée les réincarnations du héros lui-même, car ils ont la cicatrice du héros. Kuno n'adhère pas particulièrement à cette idéologie, cependant, car il croit qu'il est plus que simplement la réincarnation de Yug. Il est sa propre personne, et les capacités magiques qui la lui appartiennent et ne lui sont pas simplement prêtées par un héros mort depuis longtemps. Il pratique ses compétences magiques chaque jour et ne cesse de s'améliorer, espérant un jour créer ses propres yeux personnels, dont il a été privé. Tout cela a un prix, cependant, car pratiquer autant demande beaucoup de mana et d'endurance. Il tombe au sol tandis que sa servante le ramène à l'intérieur. Il se relève, exaspéré qu'à ce rythme, il lui faudra une éternité pour avoir ses propres yeux s'il n'augmente pas bientôt son endurance. La servante lui dit qu'il n'a encore que 7 ans et qu'il doit se muscler s'il veut devenir fort. Kuno répond qu'ils doivent trouver une autre façon, car il s'évanouit juste en utilisant les sorts les plus basiques, ce qui ne devrait absolument pas être le cas. Sa servante, Iko, lui dit que peut-être qu'ils peuvent lui mettre de l'équipement, comme Samsulk, et qu'avec un peu d'entraînement à l'épée, il sera bientôt assez fort pour lancer autant de sorts de magie qu'il le souhaite. Kuno est d'accord avec cela, et Iko part immédiatement trouver un bon maître d'armes pour qu'il s'entraîne avec lui. Dès le lendemain, Iko trouve un vieux maître d'armes nommé Oru, qui commence à l'entraîner. Il maîtrise les bases dès son premier jour, au moment où Jen arrive aussi, prête pour les leçons de magie. Jen est un peu surprise par le travail acharné qu'il fournit, lui demande s'il veut une pause, mais il pose immédiatement l'épée et prend une baguette pour la leçon suivante. Jen n'est pas sûr de l'endurance qu'il lui reste,
alors elle décide de juste vérifier s'il a retenu ce qu'ils ont appris dans la dernière leçon. Kuno incante immédiatement le sort, mais au lieu de produire juste une boule d'eau, il finit par en produire environ 10 parfaitement clairs. Jen est surprise, se demandant comment diable il a maîtrisé le sort si rapidement, et réalise que ce garçon est définitivement fait différemment. Cet après-midi-là, Kuno reçoit une visite de la capitale royale, qui s'avère être la princesse elle-même, appelée Miri. Depuis la naissance de Kuno, elle lui était promise, puisque Kuno appartenait à une famille noble et portait la cicatrice du héros, ce qui est très important. Elle ne l'aimait pas particulièrement, cependant, car la dernière fois où elle était venue lui rendre visite, il était toujours en train de faire sa tête, ne jouant à aucun jeu avec elle. Depuis ce jour, elle a commencé à redouter le fait qu'elle devrait peut-être vivre avec un broudimofo pour le reste de sa vie. À sa surprise, quand elle le vit cette fois, il ressemblait à une personne complètement différente, car il lui sourit chaleureusement, l'accueillant dans son manoir. Elle demande immédiatement si quelque chose s'est passé, car il a l'air différent aujourd'hui, et il répond qu'il est tombé amoureux de la magie et a trouvé un nouveau but dans sa vie. Il s'excuse ensuite de ne pas avoir prêté une attention appropriée chaque fois qu'ils se sont rencontrés avant cela et affirme qu'il a beaucoup à lui raconter sur les nouveaux développements, et produit immédiatement une boule d'eau devant elle. Elle est immédiatement excitée et impressionnée, mais Kuno décide de monter d'un cran et crée un arc-en-ciel à l'aide de sa boule d'eau, ce qui s'avère être un succès total. Il lui prend alors la main et lui fait visiter le jardin, où ils échangent des histoires sur leur vie, et bientôt le soleil commence à se coucher et elle est obligée de remonter dans son carrosse et de retourner à la capitale. Dès le lendemain, il dit à Flora qu'il veut apprendre toutes les manières d'un gentleman pour être un meilleur partenaire pour elle, et même Flora est impressionnée par sa prévenance et commence à lui enseigner toutes les courtoisies qui devraient être faciles pour un noble. Après sa leçon, Jen arrive aussi pour son cours et est choquée de voir le changement dans l'attitude de Kuno, car il lui adresse un salut très formel et la remercie pour tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Jen décide de le promouvoir des sorts basiques et explique que maintenant ils peuvent aller de l'avant et apprendre des sorts plus complexes, qui nécessiteraient qu'il pense à tous les différents composants de son sort. Par exemple, on peut changer la viscosité, la couleur, la température, entre autres choses, et l'utiliser d'un million de façons différentes. Elle produit alors 2 boules d'eau devant lui et lui dit de toucher les deux. Ces formes sont quelque chose qu'il connaît déjà, donc il les saisit immédiatement et réalise que l'une est chaude et l'autre plus froide. Jen répond que des altérations comme celle-ci sont ce qui différencie un magicien d'un autre. Kuno semble comprendre le concept et produit une boule d'eau, qui tombe ensuite dans la tasse devant lui. Il dit alors à Hiko d'en prendre une gorgée, ce qui la trouble un peu, mais elle ne le remet pas en question et fait comme on lui a dit. Au moment où elle goûte l'eau, son expression change, car elle leur dit que l'eau a un goût de jus de pomme. Jen est absolument abasourdie par cela, car elle pense au fait qu'il lui a fallu une nuit entière sans sommeil pour trouver une nouvelle chose à lui enseigner, donc le moins qu'il puisse faire est de ne pas la maîtriser immédiatement. Cette nuit-là, Kuno reste éveillé dans son lit, tenant une pomme verte et une pomme rouge, réfléchissant à la façon dont il peut comprendre le goût et l'odeur de différentes choses, mais pourtant, il n'a aucune idée de ce qu'est une couleur, jusqu'à ce qu'il parvienne à trouver un moyen de comprendre cela. Il ne pourra pas créer d'altération plus fine à sa magie, sans parler d'une paire d'yeux magiques. Le lendemain, alors qu'il était assis pour le petit déjeuner, quelque chose change en lui. Il dit à Hiko qu'il veut du latte sans le lait, ce qui est stupide, mais Hiko ne veut pas se moquer d'une personne handicapée, alors elle lui demande de lui apporter de l'eau. Il produit une boule d'eau dans l'air et la lui envoie, quand soudain il réalise qu'il a été capable de sentir différentes choses toute sa vie, et si ces choses étaient ce que tout le monde appelle des couleurs? Il prend une pomme verte et demande si cette pomme est rouge, mais Hiko pense simplement qu'il est devenu fou et lui dit qu'elle est verte et non rouge. Puis il prend une autre pomme et demande si cette pomme est rouge. Hiko répond qu'elle est effectivement de couleur rouge. C'est alors que Kuno la surprend en affirmant que le panier devant lui contient 3 pommes rouges et 2 pommes vertes. Hiko est choqué d'entendre cela, mais Kuno répond qu'il a été capable de sentir différentes choses en les touchant. Il pense qu'il peut comprendre ce que chaque couleur fait ressentir à ses doigts. C'est une grande amélioration, et Hiko court immédiatement raconter à son père le nouveau développement. Il demande immédiatement si Kuno peut lire des livres, et Hiko répond qu'il est capable de tracer la couleur de l'encre sur le papier et de lire ainsi. Le lendemain matin, il commence à nouveau à pratiquer sa magie et invoque une énorme boule d'eau colorée en rouge, affirmant qu'il peut mieux sentir la couleur s'il la fait plus grande. Juste à ce moment, sa mère l'appelle, ce qui brise sa concentration, et la boule d'eau tombe sur eux, les recouvrant de liquide rouge. Sa mère s'évanouit, pensant que quelque chose s'est passé et que son cher fils était couvert de sang, ce qui trouble Kuno, mais Hiko lui dit que la couleur du sang est rouge aussi et que c'est pourquoi sa mère a si peur. Pendant que cela se passe, Jen observe de loin, pensant que les exploits que Kuno est capable d'accomplir dépassent tout ce qu'elle a jamais vu auparavant, et se demande si ce garçon a le talent pour atteindre le titre le plus prisé au monde et devenir un sorcier céruléen. Quelques jours passent, et maintenant Kuno a commencé à étudier l'hydromancie. Il essaie d'élargir ses horizons pour voir à quoi il est doué, mais Hiko ne semble pas comprendre ce qu'est l'hydromancie,
Alors il essaie de lui expliquer en termes très simples que l'hydromancie est simplement utiliser de l'eau dans un bol pour prédire l'avenir ou trouver quelque chose qui manque. Iko demande immédiatement s'il pourrait trouver un mari pour elle, mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle est une belle jeune femme en pleine jeunesse et beaucoup d'hommes voudraient la prendre pour épouse. Bon sang, s'il n'était pas un noble fiancé à la princesse royale, il l'aurait prise pour épouse aussi. Ils rient tous les deux de cela, alors qu'Iko lui rappelle qu'elle a 10 ans de plus que lui, mais Kuno répond que l'âge n'est qu'un nombre en ce qui le concerne. Juste à ce moment, Flora arrive pour les leçons et lui fait passer son test, dans lequel il réussit haut la main, toutes les réponses étant très approfondies, politiquement correctes, et rien qui pourrait le faire annuler sur Instagram. Il pense au fait qu'elle lui a essentiellement enseigné tout ce qu'elle pouvait à ce niveau et s'inquiète du fait qu'elle lui ait peut-être appris à des le trop bien, car il essaie de flirter avec chaque fille sur qui il pose les yeux. Juste à ce moment, Kuno lui offre du thé et commence à essayer de la persuader aussi, et elle s'inquiète qu'il puisse être entraîné dans le mouvement maître tout, mais elle pense que c'est globalement mieux puisqu'il était toujours triste et sombre auparavant. Maintenant, au moins, il semble profiter de sa vie. Plus tard dans la nuit, Iko dit à Kuno qu'ils doivent se préparer, car son seigneur père veut le rencontrer et l'a convoqué à son manoir. Ils se préparent immédiatement et bientôt tous deux partent dans la nuit froide avec une torche dans la main d'Iko, tandis qu'elle se plaint d'avoir froid. Kuno décide de faire quelque chose à ce sujet et utilise sa magie pour produire 2 grosses gouttes d'eau, mais à la surprise d'Iko, l'eau est chaude et douce. Elle la presse contre son visage, affirmant qu'elle aimerait dormir dans un lit fait avec cela, et Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est qu'un prototype et il se prépare déjà pour beaucoup d'autres produits. Il demande ensuite honnêtement à Iko s'il a fait quelque chose de mal ces derniers jours et si son père l'appelle parce qu'il est en colère contre lui. Il se souvient du dernier événement où il a créé la boule d'eau rouge qui a fait s'évanouir sa mère et son père s'est mis en colère contre lui. Iko lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a tout fait parfaitement, donc il n'y a aucune raison que son père soit en colère contre lui. Bientôt, ils arrivent au manoir et se précipitent à l'intérieur pour se réchauffer, quand il est accueilli par le majordome de la maison et son frère aîné. Kuno est très heureux de voir son frère aîné, car il ne le voit pas très souvent, mais son frère lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce que leurs parents attendent dans la salle de séjour. Le frère aîné les conduit à la pièce, et en chemin, il demande à Kuno s'il veut tenir sa main comme guide, mais Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car maintenant il est capable de sentir son environnement bien mieux et ne devrait pas avoir beaucoup de mal à s'y déplacer. Son frère pense au moment où Kuno restait toujours dans son état émo et où il devait toujours tenir sa main pour l'emmener n'importe où, même dans la maison. Il est vraiment surpris par l'ampleur du changement que Kuno a subi en si peu de temps et lui souhaite le meilleur. Bientôt, il frappe à la porte de la salle de séjour et entre à l'intérieur. Son père lui dit que mademoiselle Flora affirme qu'elle a enseigné tout ce qu'elle avait à enseigner à un enfant noble, et que pour une éducation plus poussée, une école formelle serait nécessaire. Kuno répond qu'il ne veut pas vraiment aller à l'école, car il ne veut pas créer de problèmes pour des camarades de classe ou des professeurs avec son handicap. De plus, il affirme qu'il a ses propres projets et a décidé quelle voie il veut suivre, et cela n'implique définitivement pas une école. Son père rit, et dit, alors que mon père m'aurait botté le cul si j'avais dit ça. Son père affirme qu'il pense que l'éducation formelle est aussi pour les normies, mais comme c'est obligatoire par la loi pour toute personne de descendance noble, il a dû demander une faveur au roi et créer une exception pour Kuno. Kuno répond qu'il sent déjà le népotisme, et son père lui dit de fermer sa gueule et de prendre ce qui lui est donné sans essayer d'être trop woke. Sur ce, Kuno en vient aux vraies questions et commence à demander son argent de poche, affirmant qu'il mérite une augmentation, considérant qu'il a travaillé si dur, mais comme un porc capitaliste, son père refuse, affirmant que la prochaine fois qu'il fera des cascades comme l'incident du sang dans le jardin, il va couper son argent de poche pendant 6 mois d'affilée. Sa mère intervient pour changer de sujet et ramène le train sur les rails. Son père se souvient pourquoi exactement il a appelé Kuno ici et lui dit que bien qu'il soit d'accord avec sa décision de quitter l'école, il doit aussi penser à son avenir avec la princesse Miri. Puisque la scolarité est une partie si importante de l'éducation des nobles, elle pourrait faire face à des moqueries sur le fait que son futur mari n'est même pas correctement scolarisé. Assez étonnamment, Kuno comprend tout cela et accepte d'aller à l'école, affirmant que ce sera une corvée, mais il ne peut pas laisser la princesse être ridiculisée à cause de lui. Son père lui dit de ne pas s'inquiéter cependant, car avec le pouvoir du népotisme et de la corruption, il a fait en sorte qu'ils ne doivent aller à l'école que 5 fois pour passer les examens finaux avancés et les réussir pour obtenir son diplôme. Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant pour Kuno, alors il accepte immédiatement. Son frère aîné lui dit de ne pas s'inquiéter, et il ne sera pas seul puisque lui et la princesse Miri vont aussi passer le même examen, donc tous peuvent obtenir leur diplôme ensemble. Sa mère est vraiment excitée à l'idée que son fils fréquentera bientôt l'école et appelle immédiatement Iko, car ils devront prendre un tas de mesures pour son manteau et autres vêtements. Avant qu'il puisse partir, son père rappelle Ixio et lui dit que pendant que Kuno sera à l'école, d'autres nobles qui les détestent pourraient essayer de l'approcher, lui et la princesse Miri, et que ce sera son travail de s'assurer que rien ne tourne mal. Ixio lui dit de ne pas s'inquiéter,
car il sera toujours avec eux et s'assurera que son jeune frère est en sécurité. La prochaine fois, la princesse Miri lui rend visite, elle est excitée d'apprendre qu'il fréquentera l'école avec elle et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle l'escortera et lui montrera tout. Kuno se demande à haute voix que d'autres nobles qui sont amoureux d'elle pourraient ne pas aimer cela et devenir jaloux, mais Miri lui dit de ne pas s'inquiéter car cela n'arrivera pas. Kuno demande si elle n'est pas populaire dans son école alors et est juste une autre solitaire, mais elle lui dit qu'elle est évidemment très populaire du fait qu'elle est une princesse, et qu'elle connaît au moins 5 garçons désireux de la courtiser. Kuno pense au fait que ces choses peuvent devenir problématiques, alors il décide d'obtenir un bâton magique différent pour l'autodéfense. Enfin, le jour du départ arrive et Kuno se prépare aux côtés d'Ixio, mais tout le monde est concentré sur Kuno qui a l'air superbe avec sa nouvelle cape et une nouvelle canne. Il prend quelques pauses avant de monter dans le carrosse, puis utilise sa magie de l'eau pour recouvrir les roues du wagon d'une fine couche d'eau pour le rendre plus stable et moins chaotique. Ixio est assez impressionné par les idées de Kuno, tandis que Kuno est juste heureux que ses compétences magiques aient des utilisations réelles dans la vie réelle, contrairement à un diplôme en études de genre ou en anthropologie. Son frère se souvient du temps où Kuno était encore un enfant et mot sombre et tombait parce qu'Ixio ne faisait pas attention et se mettait à pleurer comme un petit con. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est plus cette personne et est assez fort pour survivre à toute l'humanité. Ixio commence à s'inquiéter un peu, car son petit morveux de frère commence à parler plus comme un roi démon que comme une réincarnation de héros, mais il met ses pensées de côté quand ils arrivent enfin à l'académie. Kuno trouve Miri qui l'attend dehors et commence immédiatement à flirter avec elle, tandis que son frère aîné se tient là maladroitement. Kuno est bientôt un peu submergé par tous les nouveaux stimuli, car il peut entendre des milliers de voix et sentir la présence de centaines d'étudiants à l'intérieur de l'école. Il pense à la façon dont son ancien moi se serait recroquevillé devant cela, mais sa magie lui a donné la confiance dont il avait besoin, et il saisit les mains de Miri et entre dans l'académie. Il devient immédiatement le favori des filles, car elles affirment que le nouveau garçon ressemble plus au prince des histoires qu'à un étudiant. Même la professeure, qui était censée lui faire visiter l'école, était stressée car elle avait entendu que Kuno était un garçon extrêmement timide, mais la réalité semble complètement différente. Elle l'appelle et se présente comme la professeure Cast, affirmant qu'elle sera son guide aujourd'hui. Il la remercie pour son aide et fait ses adieux à son frère et à Miri, qui ont promis de déjeuner ensemble. Pendant que la professeure lui faisait visiter les lieux, il n'avait aucune idée qu'il s'était déjà fait un tas d'ennemis des brutes qui dirigeaient l'école et étaient les plus populaires avant son arrivée. Cast emmène Kuno dans une salle de classe séparée et explique qu'il passera 5 examens pour son diplôme, et généralement il y a un intervalle entre chaque examen, mais puisque l'école a reçu des ordres directs de son père et du roi lui-même pour regrouper ses examens, Kuno répond sérieusement que le roi et son père sont des meilleurs amis, et ce qu'ils font est un cas clair de népotisme qu'il ne soutient pas du tout. Cast affirme qu'elle ne veut pas être entraînée dans des problèmes politiques et le supplie de la garder en dehors de son activisme woke. Elle lui remet le questionnaire et affirme qu'il a 2 heures pour terminer l'examen. Après la fin de l'examen, il retrouve Miri et descend pour manger quelque chose. Avant qu'ils puissent atteindre la salle à manger, cependant, ils sont approchés par le prince Lyle, qui est le frère aîné de Miri et furieux du fait que quelqu'un de plus populaire que lui soit dans l'école en ce moment. Kuno sent Miri se crisper à la vue de son frère, mais n'a aucune idée à qui il a affaire pour l'instant. Il était sur le point de s'emporter, car prince ou pas, personne ne parle mal à sa future épouse, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Ixio intervient et essaie de désamorcer la situation. Malheureusement, Lyle et ses acolytes ne semblent pas d'humeur à parler gentiment et ne cessent d'essayer d'escalader la situation. Juste à ce moment, Kuno décide de prendre les choses en main, car il utilise secrètement sa magie pour collecter toutes les gouttelettes magiques à proximité et les attire sur le pantalon de Lyle avant d'affirmer que le prince semble avoir pissé dans son pantalon. Le prince est furieux mais trop embarrassé pour dire quoi que ce soit alors qu'il s'éloigne pour se changer. Alors qu'Ixio dit à son frère de se calmer, car personne ne peut jamais savoir que c'est lui qui a fait cela au prince royal du royaume, Ixio ne cesse de se creuser la tête sur ce qui pourrait arriver maintenant qu'ils ont créé une inimitié avec le 6e prince du royaume, mais Kuno ne semble pas vraiment s'en soucier alors qu'il mord dans son hamburger, tandis qu'Ixio prie pour qu'ils réussissent leurs examens sans autre mésaventure. Pendant ce temps, Lyle est furieux contre Kuno, et il planifie sa vengeance. Il marche de manière menaçante dans les couloirs de l'école, et les étudiants ont tous peur de lui. Il n'épargne même pas les professeurs et dit à Cast de retourner dans la cuisine quand elle lui demande d'être un peu silencieux dans les couloirs. De retour dans la salle à manger, Kuno demande à Miri et Ixio ce qui ne va pas avec Lyle et pourquoi il n'a même pas essayé de cacher sa haine. Miri répond qu'il a probablement fait cela pour garder son statut en échec parce qu'il a peur qu'elle ne l'éclipse un jour. Kuno est intéressé par le potin, et Miri lui dit que Lyle est le 6e prince et elle est la 9e princesse. Dans la hiérarchie normale, elle est en dessous de lui, mais puisqu'elle est fiancée à quelqu'un portant la cicatrice du héros, son statut social monte rapidement et cela effraie Lyle. Miri dit que maintenant que Kuno a fait ses débuts en société, tous deux ont un statut social plus élevé que Lyle, et il est juste désespéré de rester pertinent.
Kuno trouve toutes ces choses politiques ennuyeuses, et Miri lui dit que même s'il n'était pas un magicien ou le porteur de la cicatrice sacrée, elle serait toujours heureuse d'être fiancée à lui. Kuno utilise ses talents de séducteur et dit qu'il est heureux d'être fiancé à elle aussi, et la prochaine fois qu'il verra son père, il s'agenouillera devant lui en signe de gratitude, même s'il ne s'agenouillera jamais devant un autre homme. Sur ce, il dit qu'il devrait s'excuser auprès du prince Lyle pour ses actions d'abord, mais Ixio et Miri lui disent de ne même pas oser, car c'est une pire idée que de sortir avec une fille qui est toujours amie avec son ex. Peu de temps après, il est temps pour l'examen final de Kuno, et il s'entraîne à la magie avec Jen avant de passer le test. Comme d'habitude, il invoque une goutte d'eau, et Jen lui dit d'en changer la sensation aujourd'hui. Kuno utilise immédiatement son pouvoir pour geler la goutte, et quand Jen la tient, elle dit que cela ressemble à une pomme, ce qui n'est pas vraiment possible, mais les méchantes intellos ont toujours raison. Elle dit à Kuno de toucher beaucoup de choses pour comprendre comment elle se sent et ensuite les utiliser pour altérer sa magie encore plus. Au lieu d'utiliser cette chance pour la toucher ou de l'herbe, Kuno va commencer à tripoter un cheval dès qu'il arrive à l'école. Ixio sort et est interloqué en voyant son frère agir de manière si suspecte, mais il décide de le laisser à ses méthodes. Juste à ce moment, Miri accourt pour les accueillir, et Kuno agit de manière extra dramatique, disant que puisque c'est le dernier jour où il va la rencontrer à l'école, il a l'impression que le monde s'écroule pour lui. Après cela, il entre à l'intérieur, où Cast lui dit qu'il passera l'examen final avec le reste des étudiants. Kuno est choqué d'entendre cela, et il est assez excité car c'est la première fois qu'il va ressentir la vraie vie scolaire. Il se tourne alors vers Cast et dit qu'il va regretter d'être seul avec elle dans leur salle spéciale, et elle n'est pas vraiment dérangée par le caractère inapproprié de cette remarque. Elle dit à Kuno qu'elle ne fera que le surveiller et lui souhaite bonne chance pour le test. Ixio remarque que Kuno semble être devenu très proche de Cast, et il affirme, disant qu'ils ont beaucoup parlé pendant les examens. Il parle du fait que Cast a passé l'examen pour devenir enseignante en suivant un gars qu'elle aimait, mais ce loser a échoué à l'examen et seule elle a réussi. Maintenant elle est enseignante et lui est un chômeur, et Cast n'a aucune idée de ce qu'elle fait de sa vie. Ixio et Miri sont toutes deux préoccupées par la santé mentale de Cast après avoir entendu les sujets dont elle parle avec un enfant, mais juste à ce moment, certains étudiants les interrompent car ils sont curieux à propos de Kuno aussi. Cast lui dit de se présenter, et Kuno se présente comme le fiancé de Miri et le petit frère d'Ixio. Tout le monde est impressionné par lui sans raison du tout, et Kuno dit qu'il est vraiment heureux de voir que sa fiancée et son frère aîné ont en fait des amis, car personne ne les avait approchés jusqu'à présent et il était triste de penser qu'ils étaient des solitaires. Ixio dit à Kuno de ne pas les dire comme ça, et Miri est embarrassée alors qu'elle explique qu'elle a demandé à tous ses amis de la laisser seule pour qu'elle puisse passer plus de temps de qualité avec lui. Kuno s'excuse de ne pas avoir réalisé ses sentiments et répète ensuite qu'il est heureux qu'elle et Ixio aient des amis. Il ne voulait pas être direct avec eux et leur demander s'ils étaient des solitaires parce que cela serait impoli, et maman n'a pas élevé un garçon impoli. Il était presque prêt à leur dire que c'est normal de ne pas avoir d'amis en jouant la carte de la sympathie et en leur disant qu'il a encore pire. Tout le monde est convaincu par son jeu, mais Miri sait que Kuno n'a pas de problème à être sans amis, et il le confirme. Bientôt, il est temps que l'examen commence, et Cast dit à Kuno d'arrêter de tripoter le pigeon et d'aller à sa place. Miri commence à le conduire à sa place quand soudain Lyle arrive là et les repousse tous les deux. Il est furieux contre Miri car la nouvelle du récent incident de pantalon mouillé est arrivée au palais, et même les serviteurs parlaient dans son dos. Là il pense que tout le monde ici est pareil, et ils doivent jaser dans son dos parce qu'ils n'ont pas le courage de dire les choses en face. Il serre les poings de rage, mais alors Kuno saisit soudainement sa main, se présentant au prince. Il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de le saluer correctement l'autre jour, mais qu'il voulait vraiment bien s'entendre avec son beau-frère. Toute la classe est stupéfaite en voyant cela, car personne n'ose s'approcher de Lyle sauf quelques lèche-bottes. D'un autre côté, c'est la première fois que quelqu'un salue Lyle comme ça, et il ne sait pas comment réagir. Kuno lui serre vigoureusement la main, et Lyle est incapable de se libérer de son emprise, peu importe ses efforts. Il agit super woke et dit à Kuno qu'il ne lui a jamais donné son consentement pour tenir sa main ou lui parler. Kuno, cependant, ignore complètement cette déclaration et dit que Lyle a des mains vraiment viriles et qu'il les veut autour de sa gorge. C'est trop pour Lyle, et il se tourne immédiatement vers Miri, demandant ce qui ne va pas avec son futur mari. Au lieu de répondre, Miri commence à rire, car elle n'avait jamais imaginé que Lyle pouvait rougir comme ça. Lyle est encore plus embarrassée alors que toute la classe se joint à elle pour rire de ses réactions, et il se tourne vers Kuno, lui ordonnant de lâcher sa main. Kuno le laisse enfin tranquille, et l'affaire est résolue pacifiquement. Cast commence l'examen, et une fois terminé et les feuilles de réponse vérifiées, elle annonce que tout le monde a réussi l'examen. Tout le monde est heureux d'entendre cela, et Kuno célèbre le fait d'avoir obtenu son diplôme avec son frère et sa fiancée. Plus tard dans la soirée, il part pour la maison et souhaite au revoir à tout le monde. Tout le monde est triste de dire au revoir au garçon excentrique mais charmant, et même là il semble avoir changé après avoir rencontré Kuno. Le lendemain, ses leçons de magie avec Jen reprennent,
et elle lui dit de créer un petit typhon. Kuno crée cela, puis, sur l'ordre de Jen, il le divise en 10 boules d'eau, les colore, puis change leur texture. Jen est satisfaite de cela, mais Kuno a plus à montrer. Il dit qu'il a appris quelque chose de nouveau récemment, puis change une goutte d'eau en un pigeon blanc qui vole comme un vrai. Jen tombe à genoux, réalisant que Kuno est officiellement un bien meilleur sorcier qu'elle, et qu'elle va perdre son emploi de l'enseigner. Elle décide de révéler cette vérité à Kuno pendant l'heure du thé et lui demande de se préparer mentalement car elle a des nouvelles choquantes pour lui. Kuno renvoie Iko avant de demander à Jen si elle est une déesse venue d'un autre monde pour l'enseigner, mais maintenant elle doit retourner dans sa dimension divine. Jen est amusée par cette idée, mais elle ne s'y attarde pas trop. Elle dit à Kuno qu'elle n'a plus rien à lui enseigner, et qu'il est déjà meilleur qu'elle maintenant. Kuno se lève et dit qu'il ne veut pas la laisser partir, car les petites astuces qu'elle a inventées pour le garder occupé et prolonger son emploi lui ont fait comprendre bien plus sur la magie qu'un cours normal ne le ferait. Plus que cela, il est reconnaissant car c'est elle qui l'a inspiré à créer des yeux en utilisant la magie. Il est désespéré de la garder comme enseignante et propose d'augmenter son salaire, mais Jen est honnête pour une fois et déclare qu'elle a été surpayée tout ce temps et maintenant elle n'a pas de travail à faire. Elle dit à Kuno qu'il devrait obtenir un enseignant bien meilleur qu'elle pour étudier davantage, mais il refuse. Il dit qu'il a tellement progressé grâce à ses petites astuces et exige qu'elle le trompe davantage. Alors qu'il dit cela, des animaux faits d'eau sortent de partout et commencent à câliner Jen, qui est encore plus sûre du fait que son rôle dans la vie de Kuno est terminé maintenant. Sur ce, elle quitte la maison de Kuno et décide de devenir une meilleure sorcière après avoir été inspirée par le travail acharné et le dévouement de son élève. Peu de temps après, Iko dit à Kuno que même Flora a démissionné de son travail parce que le programme est terminé et que Kuno a obtenu son diplôme. Elle n'a pas attendu pour dire au revoir parce qu'elle serait trop émue, et Kuno décide de lui écrire une lettre de remerciement. Iko lui dit de lui demander si elle a un serviteur beau dans son manoir qui mesure plus de 6 pieds, car elle cherche un mari. Kuno demande à Iko si elle prévoit vraiment de quitter son travail et d'épouser quelqu'un. Iko affirme, disant qu'elle sent que Kuno peut parfaitement s'occuper de lui-même maintenant, et qu'il est temps pour elle de se marier parce que le bassin de rencontre après cela est assez mauvais. Pendant le dîner, Kuno dit à ses parents que tous ses enseignants ont démissionné, et Jen lui a dit de trouver un magicien extraordinaire pour l'enseigner ensuite. Ixio dit que le sorcier royal Zeyo est assez célèbre récemment, et sa mère peut en attester. Kuno demande à son père de nommer le gars nommé Zeyo comme son enseignant, mais il lui dit que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il précise qu'il ne peut pas appeler le sorcier royal ici pour l'enseigner, et Kuno demande à son père à quoi bon être le meilleur ami du roi s'il ne peut même pas faire ça. Le père de Kuno lui dit que seul le roi et les personnes directement autorisées par lui peuvent rencontrer les sorciers royaux, qui quittent rarement le château et ne rencontrent pas les roturiers. Kuno comprend son dilemme maintenant, mais il a une solution prête pour cela. Il dit à son père qu'il l'accompagnera au palais royal la prochaine fois qu'il ira parler au roi, et ensuite il se perdra là-bas. Les sorciers royaux le trouveront, et grâce à une armure scénaristique, il sera pris comme leur élève. Le père de Kuno lui dit d'arrêter de regarder autant d'animes et de K-dramas parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça dans la vie réelle. Il dit que son plan n'a aucune garantie de fonctionner, mais Kuno est confiant que cela lui donnera ce qu'il veut. Il demande à sa mère de l'aider, et comme elle le favorise beaucoup, elle supplie son père de faire quelque chose. Le gars est un sim pour sa femme, donc il accepte de parler au roi de la question, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir dans la réussite du plan. Quelques jours plus tard, un maître sorcier reçoit un dossier d'un autre sorcier de haut niveau. Il est interloqué qu'un apprenti sorcier apprenne à devenir l'élève du sorcier royal Zeyo, mais la fille lui dit que le garçon semble talentueux et que la princesse Miri en est follement amoureuse. Le maître s'en fiche et commence à lire le dossier de Kuno en détail, et c'est suffisant pour l'intéresser au garçon. Quelques jours passent depuis lors, et enfin Kuno reçoit l'appel du palais royal pour se présenter au sorcier royal. Il monte dans une calèche aux côtés de son père, qui semble assez heureux de la tournure des événements. Kuno affirme que l'amitié entre le roi et son père doit être assez profonde si celui-ci s'est préparé pour une demande comme la sienne, mais son père répond que la vraie raison pour laquelle ils ont l'occasion de rencontrer le sorcier royal est parce que le sorcier en chef de la course est vivement intéressé à Kuno et à ses capacités et a voulu le rencontrer également. Son père lui demande ensuite quel genre de magie il est capable de faire à ce stade, et Kuno entonne immédiatement une incantation et crée une petite boule d'eau, qui se transforme rapidement en un chat noir et s'assoit sur ses genoux. Son père est stupéfait, affirmant qu'il ne peut pas croire qu'une telle chose puisse être réalisée par la magie, et commence à toucher le petit chat. Il est surpris que le chat n'ait même pas l'impression d'être de la magie ou de l'eau. Il a juste l'impression d'être un chat ordinaire qu'il attraperait dans la rue. Kuno lui dit qu'il a seulement récemment maîtrisé l'apparence de l'animal, car auparavant il ne parvenait qu'à créer des animaux complètement transparents, mais depuis quelques fois, il parvient à changer la couleur des animaux comme il le souhaite. Son père commence à jouer joyeusement avec le chat, et Kuno demande s'il devrait avoir un vrai chat pour cette maison. Comme un père typique, il refuse, affirmant qu'il créerait beaucoup de désordre dans la maison. De plus, il pourrait trébucher sur eux et se blesser.
Par-dessus tout, il affirme que la mère de Kuno préfère de toute façon les chiens, donc il n'a pas vraiment le choix de vouloir un animal différent. Bientôt, ils entrent dans la capitale et sont immédiatement salués par une fille aux cheveux argentés nommée Rei, qui est la deuxième princesse du royaume et la sœur aînée de Mirika. Kuno la salue chaleureusement, affirmant qu'il est très chanceux d'avoir une femme aussi belle qu'elle comme belle-sœur. Son père se demande si son fils est fait pour la rue, mais décide d'y réfléchir plus tard. Rei sourit, affirmant qu'elle a beaucoup entendu parler de Kuno par sa sœur cadette et aimerait avoir une longue conversation avec lui. Elle remarque aussi un chat et leur demande si le chat aurait besoin de nourriture spéciale, mais au moment où le père de Kuno replace le chat sur le sol, Kuno arrête son sort et le chat n'est plus qu'une flaque d'eau. Rei réalise que Kuno semble bien plus doué qu'elle ne le pensait. Alors que son père est triste de ne pas avoir pu nommer le chat, Rei propose d'emmener Kuno jusqu'à la tour noire. Pendant ce temps, son père déclare qu'il aura aussi une conversation avec le roi, puis peut-être rentrera chez lui. Kuno lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, car après la tour noire, il a l'intention de rendre visite à Mirika et peut-être de l'emmener en date amoureuse. Son père lui dit de profiter de son temps là-bas et promet d'arranger une calèche pour lui chaque fois qu'il décidera de rentrer à la maison. Rei emmène bientôt Kuno jusqu'à la tour noire et en chemin lui demande s'il est à l'aise pour marcher ou s'il a besoin d'aide. Kuno répond qu'il va parfaitement bien et commence immédiatement à lui poser un tas de questions qui la perturbent, car ce sont toutes des questions de niveau Stephen Hawking en termes de magie. Elle lui dit qu'elle ne peut pas avoir une discussion aussi avancée en marchant et lui demande s'il connaît le nombre d'enfants du roi actuel. Kuno n'y avait jamais pensé jusqu'à présent, alors Rei révèle que le roi est un vrai joueur et a produit 7 princes et 10 princesses les uns après les autres. Elle est la 2e princesse tandis que Mirika est la 9e. Plus que cela, la partie intéressante de ce pays est que la succession au trône ne fonctionne pas normalement, où le trône passe au fils aîné après le roi. Dans ce pays, ils suivent quelque chose appelé une méritocratie, où tous les princes et princesses seront évalués sur la base de leurs compétences et mérites, qui peuvent varier selon leur talent et le niveau de dévotion qu'ils montrent pour un art particulier. Cela signifie que même le plus jeune prince ou la plus jeune princesse a une chance égale de gagner le trône, quel que soit son âge. Elle lui dit en outre qu'elle-même a déjà renoncé à son droit au trône dans cette succession en choisissant de devenir une mage à la place et travaille maintenant à affiner ses compétences en tant que l'une des meilleures sorcières du pays. Alors qu'il traversait le couloir, un sentiment soudain l'attire vers la fenêtre, où il regarde sans but en direction d'une sombre tour d'où il pouvait sentir toutes sortes d'êtres magiques différents. Bientôt, Recha lui dit quelque chose de très important, car elle pense qu'il y a une petite possibilité qu'il soit entraîné inutilement dans la lutte pour la succession. Elle lui dit de ne s'affilier à aucune faction avant d'être sûr de sa décision, et lui dit aussi de ne jamais dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui pour le faire paraître mal. En retour pour ces précieuses informations, Kuno décide de lui rendre l'appareil en lui montrant sa technique magique spéciale, où il gèle une fine couche d'eau sous ses chaussures, créant une fine couche de glace qui pourrait les aider à patiner. Elle adore l'idée et lui dit immédiatement de la laisser essayer une fois. Kuno utilise rapidement la magie sur elle aussi, puis tous les deux commencent à patiner dans les couloirs comme des fous, tandis que les gardes essaient de les poursuivre car ils ne peuvent pas laisser Rei se blesser. Malheureusement, Rei et Kuno sont beaucoup plus rapides que les gardes et parviennent à leur échapper, mais leur chance tourne bientôt court quand un chevalier les repère et se lance immédiatement à leur poursuite. Kuno demande s'ils devraient s'arrêter, mais Rei s'amusait trop et lui dit qu'ils peuvent probablement distancer le chevalier, mais c'est là qu'ils avaient tort, car le chevalier parvient à les attraper et les emmène à l'extérieur dans le jardin pour une bonne réprimande. Plus tard, ils furent escortés vers la tour où il est bientôt présenté à Ash, le sorcier en chef du royaume. Kuno est impressionné par sa présence car il réalise à quel point le monde est vaste. Il pensait auparavant que la magie de Rei était impressionnante, mais même comparé à cela, Ash semble être à un tout autre niveau. Ash demande immédiatement s'il est né avec un crest d'eau, et Kuno répond par l'affirmative avant d'affirmer qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'idées sur ces crestes. Ash explique qu'il y a 7 types différents de crestes que les mages peuvent porter, et ils correspondent à leurs affinités magiques, comme le feu, l'eau, la terre, le vent, la lumière, les ténèbres et la volaille. En plus de cela, chaque creste a un rang en termes d'étoiles de 1 à 5, ce qui fait que les 2 étoiles de Kuno sont assez courantes. Rei répond que même elle est une mage du vent avec un crest à 2 étoiles. Kuno comprend immédiatement, affirmant qu'il peut le sentir tout de suite, car lui et Rei sont comme du fromage américain transformé, alors qu'Ash semble être une roue artisanale de parmesan vieilli. Ash accepte que la description semble assez bonne et révèle qu'il est en fait un 4 étoiles. Immédiatement après, il les emmène tous au terrain d'entraînement en dessous et dit à Kuno qu'il va le tester un peu pour jauger sa prouesse magique. Kuno est un peu intimidé, se demandant si cela signifie qu'un mage royal sera prêt à devenir son tuteur s'il parvient à passer le test, mais il n'a pas vraiment le temps de ruminer tout cela, car Ash appelle immédiatement un étudiant plus âgé qui était aussi un mage royal et lui dit de démontrer sa magie de l'eau. Le mage chante le sort et immédiatement un éventail de gouttelettes d'eau magique apparaissent dans l'air, créant un motif brillant. Ash se tourne vers Kuno et lui dit de conquérir la magie du garçon avec la sienne.
Il pense au moment où Jen lui dirait comment non seulement il peut créer de l'eau, mais il peut aussi manipuler l'eau déjà présente dans l'environnement. Jusqu'à ce jour, cela n'a jamais été un problème pour lui, mais il n'a jamais réellement essayé de prendre le contrôle de l'eau qu'un autre mage a créé. Il réalise qu'Ash a créé sans effort une mission à laquelle ni lui ni Jen n'avaient pensé, et maintenant il va devoir s'en occuper à la volée. Il décide d'essayer et tente immédiatement d'arracher le contrôle au mage aux cheveux argentés. Au début, il pensait que cela pourrait marcher, mais il rencontre un obstacle quand les gouttelettes d'eau commencent à résister, car le mage parvient à maintenir ses gouttelettes sous sa propre magie sans effort. Ash semble très intéressé par ce qui allait se passer ensuite, mais Kuno n'est pas du genre à perdre si facilement, alors il donne tout ce qu'il a et utilise toute son endurance pour essayer de prendre le contrôle. À la surprise générale, Kuno parvient à arracher 2 des boules d'eau du mage hautement entraîné et expérimenté avant qu'Ash n'y mette fin. Kuno tombe à genoux, respirant fort, tandis que le mage aux cheveux argentés répond honnêtement qu'il n'aurait jamais pensé qu'un simple garçon puisse lui prendre 2 de ces boules d'eau. Il se tourne ensuite vers Ash, affirmant qu'il est prêt à prendre le garçon sous sa tutelle, mais immédiatement les autres mages commencent à s'en mêler, affirmant qu'eux aussi aimeraient avoir Kuno comme élève. Ash leur dit à tous de se taire, car il veut voir ce que Kuno peut faire d'autre, et lui demande de créer quelque chose auquel il a pensé. Kuno crée immédiatement un trampoline à l'aide de sa magie de l'eau, et immédiatement Ash commence à rebondir dessus, passant un moment formidable. Les autres mages font la queue, voulant essayer, car ils veulent comprendre comment cela fonctionne et s'ils peuvent le recréer. Ash, cependant, dit à Kuno qu'il veut qu'il reste la nuit au château pour voir de quoi d'autre Kuno est capable. Kuno répond que malheureusement il a un rendez-vous avec Mirika, donc il doit l'emmener dîner ce soir. C'est alors que Rei lui demande s'il peut créer d'autres animaux avec sa magie, ou peut-être des humains. Kuno répond qu'il peut faire ces 2 choses et crée immédiatement une poupée humaine faite de magie d'eau à la forme de sa servante. Ce n'est pas encore parfait, donc la servante est un peu translucide. De plus, il n'a pas réglé parfaitement leurs mouvements, donc c'est aussi un problème pour l'instant. Le mage aux cheveux argentés demande s'il peut faire quelque chose aux poupées, et Kuno leur parle du moment où il a essayé de les faire voler, mais cela n'a pas été bien reçu car la poupée avait l'air stupide en le faisant. Ash s'intéresse, et Kuno est forcé de démontrer. Il commence à jouer avec la poupée, l'envoyant dans les airs d'avant en arrière encore et encore, effrayant la moitié des gens du château, ce qui lui vaut une nouvelle réprimande, et ils sont tous forcés de s'excuser. Bientôt le coucher de soleil arrive, et Ash dit à Kuno qu'il a réussi les tests, et il assignera personnellement à Kuno un sorcier pour qu'il apprenne à mieux utiliser sa magie. Kuno est ravi et va le dire à son père, qui est furieux car il a entendu des plaintes sur son fils 2 fois en quelques heures et le réprimande pour son irresponsabilité avec sa magie. Bientôt son père part pour retourner à leur manoir, laissant Kuno derrière avec Rei, qui réalise qu'il doit partir voir Mirika où il sera en retard pour le dîner. Rei lui dit qu'ils doivent utiliser leur magie pour atteindre Mirika, sinon ils seront en retard, alors il décide de faire une petite expérience, car Kuno crée une bulle d'eau, et réutilise sa magie du vent pour les propulser vers l'avant comme le tapis magique d'Aladin, alors qu'ils survolent le ciel et atteignent près de la chambre de Mirika en un rien de temps. Malheureusement, Rei oublie de diminuer progressivement sa magie et l'arrête complètement, ce qui les fait tomber, et ils sont attrapés par le chevalier Dario pour la 3e fois aujourd'hui, qui est assez énervé et leur donne encore une longue leçon, tandis que Mirika attend son prince charmant dans sa robe. Muri est également en train de paniquer en attendant Kuno, alors qu'elle arpente sa chambre de long en large, se demandant si son futur époux viendrait ou non. La servante tente de la calmer, affirmant que Kuno a dû rester trop longtemps à l'académie et que c'est pourquoi il pourrait être en retard. Heureusement, peu après, elles entendent frapper à la porte, et la servante trouve l'un des gardes qui l'attend, annonçant que Kuno est arrivé et attend la princesse dehors. La servante se retourne et voit immédiatement Muri assise sur le canapé en train de siroter un thé coûteux, comme si elle ne venait pas de paniquer et de courir dans tous les sens dans sa chambre. Avant même qu'elle puisse finir sa phrase, Muri était hors de la pièce, marchant rapidement vers son fiancé qui l'attend. Elle trouve Kuno qui l'attend au bas des escaliers, et il s'excuse immédiatement pour son retard avant d'essayer de l'énerver, prétendant que la lune est belle ce soir même s'il est complètement aveugle. Il demande la main de Muri, qu'elle lui offre gracieusement, et il la guide immédiatement vers sa voiture et l'emmène dans un restaurant 3 étoiles Michelin de Gordon Ramsay. Ils entrent dans le restaurant gastronomique et on leur propose immédiatement de l'eau pétillante très chère, mais ils ne sont pas des fauchés comme vous, donc ils peuvent se permettre de boire ce qu'ils veulent. Ils commencent tous les deux à boire tandis que la servante de Muri remarque la posture gentleman que Kuno affiche par sa manière de se tenir. Muri entame la conversation et demande s'il a eu l'occasion de visiter la Tour Noire aujourd'hui. Kuno répond avec excitation à la question, révélant qu'il a eu l'opportunité de rencontrer sa sœur aînée aujourd'hui et affirme que chaque mage qu'il a vu à la tour était super impressionnant, y compris la 2e princesse Rei. Il lui dit aussi qu'il a réussi le test de mage, mais qu'il ne sait pas qui sera son professeur. Kuno continue de flirter avec la princesse, qui semble apprécier sa soirée, même si sa servante trouve Kuno assez gênant, mais bon, le jeune amour est tout, donc peu importe.
Une fois le dîner terminé, Kuno surprend Murray en lui attrapant le bras et en lui disant que même si pour le moment, avoir ses dîners de temps en temps est le mieux qu'il puisse faire, une fois marié, chaque soir serait comme ça. Cela surprend même la servante, qui a regardé trop de vidéos de BookTok et pense que Kuno n'est finalement pas si gênant. Murray parvient à contrôler ses émotions à ce moment-là, restant toute élégante, mais dès qu'elle retourne dans sa chambre, elle se met à rire comme une petite fille de joie en pensant à toutes les choses que Kuno lui a promises. Quelques jours passent, et Kuno retourne dans son manoir et s'assoit dans son bureau pour écrire un rapport quand Hiko l'appelle, qu'il avait des vêtements et demande si Kuno peut l'aider. Kuno utilise immédiatement une variation de sa magie de l'eau et crée un tas d'eau bouillonnante qui balaie facilement toute saleté et crasse. Hiko le remercie pour son aide, mais Kuno lui dit qu'il essayait de terminer un rapport, qui sera maintenant retardé. Hiko lui dit d'arrêter d'être un loser et de rester enfermé dans ses pièces à étudier comme un intello. Kuno répond qu'il veut juste finir le rapport pendant que tout est frais dans son esprit. Hiko lui dit qu'être un intello ne lui attirera aucune fille, et s'il ne passe pas de temps au soleil à jouer et à prendre l'air frais, sa croissance sera affectée. Kuno réalise la dure vérité que les filles aimeront toujours les grands hommes, mais Hiko promet qu'elle l'aimera quelle que soit sa taille tant qu'il a un gros paquet. Sur ce, il s'assoit à l'ombre d'un linge qui sèche. Quand Kuno demande s'ils ont reçu une lettre de la Tour Noire, car il semble qu'il n'ait toujours pas décidé qui sera le professeur de Kuno, ses souhaits semblent se réaliser car quelques jours plus tard, une lettre arrive pour lui, et il s'avère que le maître sorcier diablement séduisant Zeo a été assigné comme son nouveau tuteur. Kuno ne sait pas vraiment quoi penser de cet homme car il n'a entendu parler de lui que par sa mère, mais Hiko commence à devenir folle pour lui, affirmant que Zeo est l'homme le plus beau du continent, et commence à s'inquiéter de perdre du poids et de se faire coiffer pour être à son meilleur au cas où Zeo la remarquerait. De retour au château, Rei vient rencontrer Murray et lui parle du fait que Zeo a été choisi comme nouveau tuteur de Kuno. Murray semble excité, car cela voudrait dire que Kuno apprendra du meilleur sorcier, tandis que Rei soupire, affirmant qu'elle voulait vraiment être la sorcière de Kuno car il était vraiment amusant et ferait un étudiant intéressant. Sur le chemin du couloir, Murray repère deux de ses sœurs aînées nommées Eve et Lydia, qui lui sourient narquoisement, et Murray se fige immédiatement sur place. Heureusement, Rei est avec elle, ce qui lui donne un peu de confiance, mais Eve s'en mêle, prétendant qu'elles ont beaucoup entendu parler de son fiancé, Kuno, et plaisante sur le fait qu'ils ne sont pas encore mariés mais seulement fiancés, ce qui veut dire qu'il peut techniquement tomber amoureux et épouser n'importe quelle autre princesse qu'il veut. Cela rend Murray insécure, mais Rei prend la parole, affirmant que les deux filles sont de la mauvaise viande hachée et que Kuno ne les verrait même pas s'il avait des yeux qui fonctionnent. Cela fait rougir les filles de colère alors qu'elles les dépassent en courant, prétendant que Rei devrait s'occuper de ses affaires et agir plus comme une princesse puisqu'elle a déjà été réprimandée 3 fois par un chevalier. De retour au manoir de Kuno, il boit du thé avec Hiko tout en se demandant quel genre de personne est exactement son professeur, tandis qu'Hiko rougit déjà rien qu'en pensant à Zeo et au fait qu'elle pourra le voir de près. Soudain, une calèche s'arrête à leur porte et Murray en sort. Kuno est surpris de la voir à cette heure de manière inattendue, mais commence immédiatement à essayer de l'énerver en prétendant qu'il doit se préparer mentalement à être près d'une femme aussi belle qu'elle. À son insu, Zeo est aussi à l'intérieur de la calèche et écoute tous ces discours gênants en se demandant pourquoi diable il est entraîné là-dedans. Kuno n'en a toujours aucune idée et continue de parler de manière creepy en disant qu'il est sûr que Murray a changé de savon, mais quand il a dit ça à son collègue, il a reçu une lettre des RH. Zeo décide bientôt de sortir de la calèche, et Kuno ressent immédiatement une présence différente autour de lui. Il réalise que ce ne peut être que Zeo, et tandis qu'Hiko panique intérieurement, Kuno pense simplement à la force que Zeo doit avoir plus qu'il peut littéralement sentir son aura magique danse autour de lui. Kuno réalise immédiatement que cet homme est bien plus fort que tous les mages qu'il a vus à la Tour Noire et pourrait même être plus fort que le grand maître lui-même. Murray remarque l'expression sur le visage de Kuno et demande immédiatement si quelque chose ne va pas, mais Kuno l'ignore et salue Zeo avant de se présenter. Zeo prétend qu'il ne se soucie pas vraiment de tout ça et précise qu'il déteste les morveux. Hiko pense à comment un mage peut être si grossier, mais en même temps trouve ça sexy grâce à la pourriture cérébrale des BookTok. Zeo déclare carrément qu'il n'a pas choisi d'être son tuteur et que ce travail lui a été pratiquement forcé par le grand maître. Kuno ne s'en soucie pas vraiment et répond simplement qu'ils sont tous liés par les rênes de la politique et de la hiérarchie, donc ils ne peuvent rien y faire. Dario se présente également formellement comme le garde de Murray, tandis que Kuno s'excuse auprès de lui pour avoir causé un tel tapage l'autre jour. Bientôt, ils s'assoient tous pour prendre le thé, ce qui est une corvée pour Zeo, qui ne tolère pas les conneries entre la princesse Murray et Kuno, qui ne cesse de flirter. Zeo intervient finalement et leur dit de se calmer, car il est là pour discuter de magie et non pour entendre des dialogues ringards entre deux jumeaux. Zeo décide de s'amuser un peu avec Kuno et de lui tirer la jambe en demandant s'il sait quelque chose sur la magie composée. Kuno répond que la magie composée est un type spécial de magie avancée dans lequel le lanceur de sorts utilise plusieurs sorts différents à la fois. Zeo sourit et demande combien de sorts il peut utiliser en même temps, mais rien ne l'avait préparé à la réponse qu'il reçoit,
car Kuno répond qu'il peut utiliser 31 sorts à la fois et peut aller jusqu'à 32 sorts, mais parfois il échoue à ce stade. Zeo est en fait impressionné par cela et répond qu'il peut lui-même aller jusqu'à 50 sorts, ce qui surprend Kuno, qui ne pensait pas que quelqu'un pouvait être aussi doué pour utiliser autant de sorts à la fois. Zeo demande ensuite à Kuno comment il a réussi à dépasser le cap des 20 sorts, car c'est là que presque tout le monde échoue, mais Kuno répond qu'il a simplement regroupé un tas de sorts et les a empilés les uns sur les autres. Zeo semble impressionné, car il ne pensait pas que beaucoup de gens pourraient comprendre cela par eux-mêmes. Il réalise rapidement pourquoi tant d'autres mages étaient fâchés contre lui d'avoir eu l'occasion d'enseigner à Kuno alors qu'ils n'ont pas eu la chance, même s'ils sont ceux qui l'ont accueilli à la Tour Noire. À l'époque, il ne comprenait pas vraiment quel était le gros problème, même s'il lui avait dit que Kuno était vraiment intéressant, mais même n'avait probablement aucune idée du talent exceptionnel qu'est Kuno. Zeo finit par s'investir un peu plus et se lève de son siège avant de dire à Kuno de montrer ce qu'il peut faire, car il ne veut pas perdre son temps avec quelqu'un qui parle beaucoup mais ne peut pas le prouver. Il lui dit de le lécher et de le supplier d'être son tuteur. Murray pense immédiatement que Kuno ne ferait jamais quelque chose comme ça, mais elle se trompe complètement car il plie comme un jeu de cartes, appelant Zeo le meilleur sorcier du monde et expliquant à quel point il sent bon et comment même un garçon hétéro comme lui peut tomber pour un mage dangereux comme lui. Zeo commence à être dérangé par ce cinglé et lui dit de se calmer avant d'utiliser un de ses sorts pour créer un mur avec la terre. Il dit à Kuno d'essayer de détruire le mur s'il le peut, et il peut utiliser n'importe quelle méthode qu'il souhaite. Avant que Kuno ne commence, il lui dit de lui faire un lit d'eau, dont il a tellement entendu parler. Kuno utilise immédiatement sa magie pour créer un lit d'eau, sur lequel Zeo dit qu'il regardera après s'être assis dessus, mais au moment où il touche le lit, il est transporté dans un autre monde car il réalise à quel point il est doux et s'endort immédiatement. Pendant ce temps, Kuno inspecte le mur et réalise que même si le mur a l'air très simple, il a un sort de magie extrêmement dense à l'intérieur qui le rend pratiquement indestructible. Il découvre aussi que Zeo a composé son sort plus de 40 fois pour le rendre extra fort, mais il ne s'inquiète pas beaucoup. En fait, il s'assoit avec la princesse pour prendre le thé, affirmant qu'il devrait attendre que Zeo se réveille et ensuite il le brisera. 2 heures passent, et Zeo se réveille pour trouver le soleil couchant sur l'horizon et son mur toujours debout. Il demande à Kuno s'il a abandonné, mais Kuno répond qu'il attendait et maintenant que Zeo est réveillé, il peut s'occuper du mur. Sur ce, Kuno s'approche du mur et utilise son eau détergente, qui lave lentement la terre. Zeo sourit en réalisant qu'au lieu de forcer le passage avec un jet d'eau comme d'autres l'auraient fait, il a choisi la voie plus intelligente. En voyant cela, il décide d'accepter officiellement Kuno comme son étudiant et lui dit qu'à partir de maintenant, il l'assistera dans toutes ses expériences à partir de demain. Le lendemain, Zeo arrive une fois de plus aux côtés de la princesse Miri et interpelle immédiatement Kuno, affirmant qu'il est le garçon le plus chanceux du monde, car il a le privilège d'être enseigné par le meilleur mage de tout le royaume. Kuno est un maître en matière de flatterie à ce stade et commence immédiatement à cirer les bottes de Zeo, en déclarant que c'est lui qui est définitivement le plus chanceux du monde d'être formé par l'homme le plus beau du royaume. Zeo semble satisfait et sourit, déclarant que le travail d'aujourd'hui va être dur, et que Kuno ne doit pas s'attendre à ce qu'il y aille doucement avec lui. Kuno commence immédiatement à jouer la comédie comme s'il était dans un feuilleton, s'attrapant la tête et affirmant que si Zeo y allait doucement avec Kuno, celui-ci penserait simplement qu'il ne l'aime plus. Zeo est un peu crispé par le petit pervers et lui dit de se calmer, puis l'emmène à l'intérieur. Une fois dans la pièce, cependant, l'excitation de Kuno retombe lorsqu'il se rend compte que le travail du jour va consister à recopier proprement, avec une bonne écriture, les notes que Zeo a créées en de véritables documents. Kuno sait qu'il s'agit essentiellement du travail de Zeo, que ce dernier est trop paresseux pour faire et qu'il impose à Kuno, qui était pourtant si excité à l'idée d'apprendre toutes sortes de magie aujourd'hui. Mais hélas, il n'a pas le choix et accepte de faire le travail. Zeo se tourne vers le reste de l'équipage et leur dit à tous de dégager, car les documents ici sont des secrets nationaux que personne d'autre que lui ne peut lire. Kuno s'excuse auprès de Miri et promet de terminer le travail rapidement et de revenir vers elle. Miri sourit et quitte la pièce avec les autres. Ensuite, lorsque Zeo se tourne vers Kuno et lui dit de créer le lit d'eau qu'il a fait hier, Kuno utilise immédiatement sa magie et crée un lit d'eau confortable et chaud. Sans un mot, Zeo s'y installe et tombe dans un sommeil profond. Kuno pousse un soupir et se met au travail. Pendant ce temps, Miri prend Echo à part dans le pavillon à l'extérieur et lui dit qu'elle essaie d'apprendre à se battre à l'épée depuis quelques jours, mais lui demande de ne pas encore révéler cette information à Kuno. Echo est surprise, car il n'est pas très courant que les princesses apprennent le combat à l'épée, mais elle accepte de se taire. Miri se prépare bientôt et saisit son épée en bois avant de sortir dans l'arène contre Dario. Il commence à s'affronter à l'escrime, et il est très clair que Miri vient tout juste de commencer à apprendre, mais elle progresse rapidement, car elle veut être à la hauteur pour Kuno. Elle sait qu'il a la cicatrice du héros, ce qui signifie qu'il va être super célèbre, et elle doit lui correspondre par ses propres compétences et talents afin qu'il soit considéré comme égaux aux yeux de tous. De retour dans la pièce à l'étage,
Kuno continue de déchiffrer les lettres des vieux parchemins et reste bloqué car l'écriture sur les papiers est totalement illisible, rendant difficile de distinguer ce qui est une lettre et ce qui est un diagramme. Alors qu'il luttait avec l'une des notes, Zeo finit par se réveiller de son sommeil et semble être correctement rechargé. Maintenant, il tourne son attention vers Kuno et lui demande jusqu'où il est arrivé dans la tâche en cours. Kuno répond qu'il est presque à mi-chemin. Mais au lieu de le féliciter, Zeo commence à dire des bêtises, affirmant que même un aveugle pourrait travailler plus vite que lui. Kuno rétorque en affirmant que n'importe qui deviendrait aveugle en essayant de lire son écriture. Il déclare que même un ver de terre enveloppé dans de la boue et étalé sur un papier aurait meilleure allure que son écriture. Zeo lui dit de ne pas comparer son travail magistral à un vulgaire ver de terre, mais Kuno se contente de lui dire qu'il va définitivement lui envoyer une facture pour tout le travail qu'il lui fait faire. Zeo lui dit de ne pas faire le malin, car il est en train d'être formé même à ce moment. Kuno a l'air surpris, mais Zeo lui explique que ce que nous lisons dans un livre reste dans notre cerveau sous forme d'informations, que nous oublions tôt ou tard, mais que les choses que notre cerveau essaie d'interpréter, puis que nos mains notent, s'ancrent dans les parties plus profondes de notre esprit et se gravent comme des connaissances, qui ne sont pas faciles à oublier. Kuno comprend enfin la raison du wax-on, wax-off et le remercie pour la formation. Bientôt, le soir arrive et Zeo se prépare à partir à nouveau. Il dit à Kuno de terminer tout le travail restant d'ici son prochain passage. Mais avant de pouvoir partir, Kuno l'arrête et lui demande ce qu'était le truc bizarre en forme de diagramme sur l'une des notes, qui ressemblait à un sort. Zeo y réfléchit mais se rend compte qu'il serait plus facile de montrer que d'expliquer, alors il lui dit de lui rendre visite dans la capitale la prochaine fois, et qu'il lui montrera. Kuno est excité et se tourne immédiatement vers la princesse pour lui dire qu'il la reverra très bientôt. Dès le lendemain, il retourne dans la capitale et se prépare à entrer à nouveau dans la tour noire. Lorsqu'il est entouré par les mages royaux, ravis de revoir Kuno, qui commence à poser toutes sortes de questions. Mais avant même qu'il puisse répondre, Zeo finit par arriver et dit à Kuno de le suivre à l'intérieur. Ré demande à Zeo pourquoi diable il emmène Kuno à l'intérieur et demande, horrifié, s'il va l'emmener dans la chambre du démon. Zeo ne prend même pas la peine d'expliquer et dit à Kuno de créer le lido, ce qui fonctionne parfaitement, et très vite tous les étudiants indiscrets sont endormis. Ils se remettent à marcher, et sur le chemin, Zeo demande si Kuno a une idée sur les armes magiques. Kuno répond que les armes magiques sont des armes spéciales capables de canaliser la magie de leur utilisateur. Zeo acquiesce, expliquant qu'il existe des mages spéciaux dont le seul travail est de créer des armes magiques pour les mages royaux. Sur ce, il ouvre la porte de son étude et révèle toute la pièce couverte de poussière et de parchemins. Kuno est émerveillé mais excité, et il commence avec empressement à parcourir les parchemins, trouvant un nouveau sort après l'autre, qu'il n'a jamais essayé auparavant. Il feuillette le tas de parchemins et tombe sur un livre de magie spéciale, qui n'était accessible qu'à quelques mages royaux triés sur le volet, et déclare qu'il allait utiliser le pouvoir du népotisme pour accéder à ce livre. Il se tourne avec excitation vers Zeo et affirme qu'il veut vivre ici pour toujours. Zeo se retourne et lui dit qu'il n'a pas besoin de vivre ici, et qu'éventuellement, il peut tout avoir s'il le veut. Sur ce, il concentre son attention sur une boîte devant lui, affirmant qu'il travaille sur un outil magique spécial depuis quelques mois, et que le diagramme que Kuno a vu hier était une illustration de ce même outil. Kuno s'approche et ouvre la boîte pour la trouver vide. Confus, il demande à Zeo ce que cette chose fait exactement. Et Zeo répond qu'il essaie de créer un dispositif qui peut les aider à obtenir ce qu'ils veulent sans bouger, par exemple, s'il veut une pomme, l'appareil en créera une pour eux. Kuno déclare qu'il aimerait avoir un tel dispositif pour qu'il lui fasse des pancakes. Zeo répond qu'avec l'aide de la magie de l'eau de Kuno, il peut enfin commencer la phase de test du produit et le lancer sur le marché. Zeo affirme que sa magie de la terre peut s'occuper de la coque extérieure, tandis que la magie de l'eau de Kuno peut gérer les pièces mobiles complexes à l'intérieur de l'appareil. Kuno réalise que cet appareil pourrait vraiment avoir du succès et accepte de travailler aux côtés de Zeo. Bientôt, ils descendent déjeuner, et c'est là que le directeur des mages parle à Kuno de l'école de sorcellerie, où des mages du monde entier se rendent pour étudier. Kuno n'en a jamais entendu parler et est excité par cette idée. Zeo lui dit de ne pas trop y penser, pour l'instant, seuls les mages de plus de 12 ans peuvent s'inscrire. Mais pour l'instant, Kuno n'a que 10 ans, donc il ne peut rien faire. 2 ans passent depuis ce jour, et finalement, Zeo décide de tester Kuno sur tout ce qu'il a appris au cours des 2 dernières années. Ils prennent position devant Miri et les autres, et Kuno se prépare avec sa magie de l'eau à se défendre contre tout ce que Zeo a l'intention de lui lancer. Zeo sourit et crée une série de pointes avec sa magie de la terre qu'il tire sur Kuno, qui est obligé d'utiliser une magie composée pour créer une série de gouttelettes d'eau qui absorbent les dégâts et reviennent en un tsunami vers Zeo, s'arrêtant net à ses pieds. Zeo sourit, affirmant qu'il a réussi le test, et Kuno est fou de joie en l'entendant. Suite à cela, il rentre dans la maison où Echo sort un pot magique qui crée une tarte fraîche uniquement à l'aide de la magie. Miri la goûte et déclare qu'elle a le goût de sortir du four. Et même Kuno affirme que leur produit a été un succès sur le marché, mais se plaint de n'avoir pas vu un seul sou pour lui et que tout le flux de trésorerie est allé dans la poche de Zeo.
Plus tard dans le bureau, Miri regarde autour de la pièce, affirmant que Kuno et Zeo ont déjà collaboré sur plus de 5 appareils magiques à succès. Kuno déclare qu'un autre est en préparation, et qu'ils ont également publié 5 nouvelles théories de la magie dans leur nouveau manuel de magie. Zeo se tourne vers lui et lui dit qu'il n'a plus à s'inquiéter de l'appareil magique qu'il développait, et lui rappelle qu'il aura 12 ans ce printemps et qu'il devrait se préparer pour l'école de magie. Au début, Kuno refuse de partir, car il pense que Zeo est le seul professeur dont il a besoin. Mais Zeo lui dit qu'il est un utilisateur de magie de la terre et ne peut pas enseigner grand-chose sur la magie de l'eau. De plus, le monde est très grand, et l'école de magie compte plein de mages de l'eau extraordinairement puissants. Kuno ne veut toujours pas vraiment partir, mais Miri lui donne une dernière impulsion, affirmant qu'il devrait partir et devenir un grand sorcier, et promet qu'elle travaillera aussi sur elle-même et deviendra une femme accomplie d'ici à ce qu'ils se revoient. Plus tard dans la soirée, après avoir dit un dernier adieu à Zeo, Kuno retourne dans son étude et réfléchit à la façon dont, au cours des dernières années, il s'est tellement habitué à ne pas utiliser ses yeux et à tout percevoir par les sens, qu'il a oublié sa plus grande ambition, celle de se créer une paire d'yeux fonctionnelle. Il réalise que la seule façon d'y parvenir est de devenir plus fort et meilleur en tant que mage, et que cela ne peut arriver que s'il est formé par un vrai mage de l'eau. Plusieurs jours passent alors qu'il est obsédé par l'idée de trouver un moyen de créer correctement une paire d'yeux fonctionnelle. Et après plusieurs essais et erreurs, par une belle matinée, il y parvient enfin. Il réalise qu'il a essayé trop fort et pensé à des choses complexes, alors que la réponse est très simple, il a juste besoin de créer un miroir qui peut refléter le monde et le transmettre à son cerveau pour qu'il comprenne ce qu'il voit. Avec cela en tête, il se met immédiatement au travail, et bientôt, il ouvre les yeux pour la première fois de sa vie et voit le paysage devant lui. Des larmes coulent de ses yeux, et cela aussi est une première pour lui. Il se promène dans la pièce, regarde les livres, et enfin une fenêtre pour voir son reflet, quand il voit soudain un monstre insecte géant debout derrière lui. Et peu de temps après, Kuno réalise que cette chose ne représente pas vraiment une menace pour lui. Il se retourne vers son invention et utilise sa magie pour créer un miroir devant lui. Depuis qu'il a décidé d'apprendre la magie, il a fait le vœu qu'après avoir créé un nouvel ensemble d'yeux pour lui-même, il regarderait bien la personne qu'il déteste le plus, c'est-à-dire lui-même. Il se souvient de toutes les fois où ses parents et les domestiques ont dû faire des efforts pour s'assurer qu'il ne soit pas blessé. Une fois le miroir créé, il ouvre enfin les yeux et se regarde longuement. Il constate qu'il ne semble pas très grand, et qu'il n'a pas de barbe à proprement parler, mais c'est peut-être parce qu'il est encore un enfant. Il se tourne alors à nouveau vers le crabe et essaie de converser avec lui, mais le crabe est tout aussi muet qu'avant, fixant droit devant lui sans bouger un seul muscle de son corps. Kuno appelle Echo, qui arrive sans perdre une seule seconde, mais elle ne jette pas un seul regard au crabe et continue de parler à Kuno, lui demandant s'il voulait quelque chose. Soudain, elle remarque une étrange boule magique flottant près de lui et le fait que ses yeux sont ouverts au lieu d'être fermés. Elle demande immédiatement, joyeuse, s'il a réussi à créer un ensemble d'yeux fonctionnels. Kuno sourit et hoche la tête, sur quoi Echo se jette sur lui, le félicitant pour son succès, mais dans l'élan, elle projette la boule magique en l'air, ce qui cause à Kuno beaucoup d'étourdissement. Elle affirme qu'ils doivent l'annoncer immédiatement à son père et lui dit qu'elle va préparer un festin aujourd'hui en son honneur. Kuno regarde à nouveau le crabe, qui le fixe sans expression tandis que Kuno se demande s'il ne devrait pas simplement demander à Echo de le cuisiner et de le servir pour le dîner. Il reporte alors son regard vers Echo et remarque qu'elle semble avoir une corne sur la tête. Il lui demande sérieusement si elle a une corne sur la tête, mais Echo répond en plaisantant qu'elle n'a une corne sur la tête que lorsqu'elle est en colère, mais qu'elle disparaît quand elle est heureuse. Kuno ne sait pas quoi en penser, mais se dit que pour une raison quelconque, il n'a jamais imaginé Echo avec une corne sur la tête. Kuno réalise qu'il doit continuer à pratiquer ses tactiques d'approche froide s'il veut devenir le Rizzler, alors il commence immédiatement à flirter avec elle, affirmant que la corne la rend très excitante. Echo ne sait pas vraiment quoi répondre à cela, alors il se dirige simplement vers l'extérieur. C'est la première fois que Kuno peut voir le monde extérieur de ses propres yeux, et il se tient là, dans le champ, contemplant un beau paysage de prairies herbeuses, de montagnes lointaines et d'un château au centre. Étonnamment, cependant, il ne voit pas ce qu'une personne normale verrait, mais ses couleurs sont toutes inversées et peut-être mal calibrées dans les paramètres. Le soleil lui semble noir. Le ciel bleu clair lui paraît d'un violet terne, et l'herbe d'un bleu pâle mortel. Même Kuno sent que quelque chose ne va pas, car aucun livre ne mentionne que le soleil soit noir et le ciel si violet. Echo arrive par derrière et l'aide à enfiler une cape pour se protéger du froid et lui dit qu'il devrait se rendre au manoir de ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Kuno décide finalement de poser à Echo la question qui le tracasse depuis un moment et lui demande si elle peut voir le crabe géant debout derrière lui. Echo pense que Kuno invente des histoires fantastiques et lui dit de la rendre vraiment cool dans l'histoire. Kuno réalise qu'il est assez inutile de parler à cette femme, alors il continue à traverser les prairies avec le crabe vers le manoir de son père. Il sait que l'expérience a été un immense succès puisqu'il peut tout voir maintenant,
Mais quelque chose le ronge et il a l'impression que quelque chose s'est mal passé pendant l'expérience et qu'il ne devrait pas voir certaines des choses qu'il voit. Une fois dans le manoir, il voit enfin littéralement son frère au lieu de métaphoriquement comme avant, ce qui rendra heureux de nombreux commentateurs qui avaient un problème personnel avec mon écriture auparavant. Sa mère et son frère sont tous deux ravis d'apprendre qu'il peut enfin voir, et sa mère se met à pleurer en le regardant avec un sourire tandis que son frère le félicite d'avoir accompli quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Kuno ne peut vraiment pas se concentrer sur toutes ces bêtises, cependant, car il voit son frère avec une belle paire d'ailes comme s'il revenait d'une parade de la fierté, tandis que sa mère a des yeux de couleurs différentes. Il pense à quel point ils ont tous les deux l'air super cool et que personne ne lui a jamais parlé de ces choses. Il dit à sa mère qu'elle ressemble à une héroïne d'une pièce sur une princesse, et même son frère a l'air cool. Il se tourne vers son frère et demande si leurs parents sont des anges soldés ou quelque chose comme ça, mais cette famille a la maladie de ne pas répondre aux questions, alors son frère répond qu'il n'est pas au courant de tout ça. Il se tourne alors vers Echo, demandant si les gens dans ce monde peuvent avoir des ailes, mais Echo agit comme un professeur d'anglais essayant de trouver un sens forcé à quelque chose comme 67 et dit à Kuno que tout le monde naît avec des ailes à la naissance et que Kuno lui-même vient enfin de déployer ses ailes en atteignant son plein potentiel. Il réalise bientôt qu'il est entouré d'idiots et décide que des choses comme le crabe, la corne, les yeux et les plumes sont immatériels et que seul lui peut les voir, ce qui signifie que quelque chose ne va pas soudain. Il entend son père courir vers la pièce, et il se demande à quoi ressemblera son père, mais à son agacement, son père ressemble à un candidat de Nickelodeon après un bain de slime verte. Son père le félicite joyeusement pour son exploit et affirme qu'il enverra immédiatement une lettre à la capitale au sujet du succès de Kuno. Bientôt, ils quittent tous la pièce, ne laissant que Kuno et son frère, alors Kuno pense qu'il peut enfin poser des questions et demande si son père est habituellement une boule de slime. Son frère lui dit immédiatement de se taire, car son père finirait par pleurer s'il entendait autant de vérité de la part de son propre fils. Kuno soupire et sourit simplement, pensant que le dégoût combiné de sa maison est inférieur à celui d'une lampe de table cassée, et décide qu'il posera toutes ses questions directement à son professeur. Le lendemain matin, ses souhaits se réalisent lorsque le carrosse royal de la capitale arrive, transportant la princesse, sœur Dario et Zéo lui-même. Kuno court immédiatement en bas pour saluer Mary et la souhaite chaleureusement la bienvenue dans son manoir. Mary est extrêmement heureuse du fait que Kuno puisse voir à nouveau et affirme qu'il a réussi à faire ce qu'aucune autre personne n'a pu faire jusqu'à ce jour. Kuno garde les yeux fermés car il a peur de regarder sa future femme, craignant qu'elle ne soit bizarre, mais Mary demande à Kuno d'ouvrir les yeux car elle veut qu'il la voie telle qu'elle est. Kuno ouvre lentement les yeux et la regarde. Il remarque sa posture royale, ses beaux cheveux blonds qui brillent au soleil comme 1 million de fils d'or, et son sourire, qui est très réservé et très attentionné. Alors qu'il pensait qu'au moins sa fiancée n'avait rien de bizarre sur elle, il remarque une seule plume au sommet de sa tête. Il pousse un soupir d'épuisement à cela, mais Mary pense qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu et commence à se sentir insécure. Kuno utilise immédiatement son ensemble de compétences de Rizzler pour la faire se sentir bien à nouveau, en la comparant à la plume d'une colombe volant librement dans le ciel. Dario sort du carrosse à ce moment-là et affirme que cette colombe devient de mieux en mieux à l'escrime et qu'elle est maintenant plus un faucon qu'une colombe. Kuno remarque une belle épée éthérée sur son dos et demande immédiatement des explications, mais Dario pense qu'il parle de son épée habituelle et se met à parler de l'acier et de la façon dont il l'a vu une fois et forgé dans le feu. Kuno réalise que son épée éthérée n'est pas réelle et que ses yeux lui jouent des tours. Soudain, il entend la voix de Zéo venant de derrière et lève les yeux vers lui, pour ne voir qu'une lumière dorée émanant de lui si forte que rien n'était visible dans l'éclat. Kuno se couvre les yeux, demandant s'il est le professeur, affirmant qu'il ne peut rien voir à cause de la luminosité. Zéo pense que Kuno est juste en train de le flatter et répond qu'il est toujours brillant avec une présence rayonnante. Kuno ne sait pas comment faire comprendre à ces idiots égocentriques ce qu'il essaie de dire. Il se couvre les yeux et dit à Zéo qu'il veut discuter de quelque chose en privé et parvient à l'emmener dans une pièce où il révèle tout ce qu'il est capable de voir. Zéo rit simplement de l'absurdité de la situation, car il ne peut pas croire que Kuno voit Mary comme une fille avec une seule plume sur la tête. Kuno lui dit de ne pas prendre ses problèmes à la légère, car il ne veut pas épouser Mary alors qu'il a toujours un crabe à ses côtés et que Mary a une plume sur la tête sans aucune raison. Zéo réfléchit au problème qu'il a de voir le paysage dans une couleur différente de celle qu'il devrait voir. Zéo arrive à la conclusion qu'il pourrait y avoir deux possibilités, l'une étant qu'il est capable de voir la forme de l'âme des gens, ce qui signifie que le crabe est la représentation de sa propre âme, et l'autre option est qu'il a un cas sérieux de maladie magique, qui lui cause des hallucinations visuelles. Zéo se souvient du moment où il traversait une forêt avec un chant magique très fort qui l'a rendu malade, et c'était comme s'il était ivre de trop de boissons et qu'il commençait à voir des créatures étranges autour de lui. Kuno réalise que cela semble très similaire, mais Zéo affirme qu'ils n'ont pas assez de données pour décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. De plus, il dit à Kuno que chaque animal voit les choses dans des couleurs différentes, cela ne signifie pas que leur vision est défectueuse, donc il devrait considérer sa vision comme un cadeau et rien d'autre. Au moment où ils sortent, le soleil est déjà en train de se coucher.
Zéo commence immédiatement à rire à l'idée de Mary avec une plume sur la tête. La nuit suivante, ils célèbrent tous le 12e anniversaire de Kuno, qui marque aussi le début d'un nouveau voyage dans sa vie, car le lendemain, il partira pour l'Académie magique. Son père lui offre un nouveau bâton en bois, tandis que sa mère lui donne un nouvel ensemble de plumes. Son frère lui remet un livre des bons endroits où manger, devenant le guide Michelin de son époque. Plus tard dans la nuit, Mary révèle enfin son propre cadeau, qui s'avère être un bracelet dont elle a une paire assortie. Kuno lui dit à quel point il va lui manquer et promet de revenir vers elle dès que possible. Ils se tiennent la main pour la dernière fois depuis longtemps sous le ciel lunaire, et le lendemain, toute sa famille se prépare à lui dire au revoir. Sa mère ne peut contenir ses larmes, mais son père lui dit de rester forte, car Kuno va trouver extrêmement difficile de les laisser tous derrière lui et pourrait pleurer devant eux. À leur surprise, rien de tel ne se produit. En fait, Kuno ne les embrasse même pas et monte directement dans la charrette en disant « à plus », la famille avant de partir dans le carrosse, disant à sa famille qu'il pourrait revenir dans les 2 prochaines années, mais qu'il pourrait ne pas le faire, alors qui sait? Sur ce, il s'installe confortablement avec Echo et commence à rêver à toutes les nouvelles personnes qu'il va rencontrer à l'académie et se demande à quel point les sorciers là-bas sont forts. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.